Le chef de cabinet du président ukrainien lui répond: la situation n'est pas jouée à Mariupol, les combats se poursuivent. Écoutez le président russe et la réponse de Kiev. La libération de Mariupol est un succès, je vous en félicite. Je remercie les soldats et les troupes. Préparez, s'il vous plaît, les listes à des personnes à décorer. Il est clair qu'il peut y avoir des décorations différentes, mais je veux que tout le monde sache, à nos yeux, tous les soldats mobilisés sont tous des héros. Je peux vous confirmer que la ville n'a pas été prise par les soldats russes. Nous avons proposé aux Russes hier un échange des civils et des soldats ukrainiens qui se trouvent sur le site d'Azovstal contre les prisonniers russes qui se trouvent entre les mains des Ukrainiens. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, nous a rejoint en plateau l'amiral Jean-Louis Vichot. Bonjour. Bonjour. Ancien chef d'une mission militaire auprès de l'OTAN. À nos côtés, Magali Barthès, Denis Strelkov, journaliste au sein de la rédaction russe de RFI, et Bogdana Fedoun, rédactrice de la revue européenne WhatsApp Europe. Magali, c'est la confusion ce matin entre les déclarations de Vladimir Poutine et Kiev qui nous dit à l'instant « Mais non, Mariupol n'est pas aux mains des Russes. » Qui croire ? C'est comme toujours une guerre de communication aussi, ce qui se passe en Ukraine, parole contre parole. Vladimir Poutine, il a besoin d'un succès maintenant. Il a vraiment besoin de planter ce drapeau russe sur Mariupol. Alors il va certainement un petit peu vite en besogne puisqu'il y a toujours, on ne sait pas exactement combien de personnes, mais des combattants ukrainiens dans cet immense site sidérurgique sur le port de Mariupol qui sont retranchés à l'intérieur. Mais voilà, il veut parler à son opinion publique aussi. Il met en scène donc cette discussion avec son ministre de la Défense qui d'ailleurs était d'une discrétion qu'on n'avait plus revue ces derniers temps et qui revient là aux côtés du chef du Kremlin sur le devant de la scène. Et il dit, ça y est, nous avons libéré Mariupol, libéré évidemment des nazis, comme il les appelle. Ce sont les membres du régiment Azov qui, depuis une cinquantaine de jours maintenant, résistent à l'assaut de la Russie. Il a besoin d'une victoire. Il veut convaincre son opinion publique que tout se passe comme prévu, qu'il avance, que ses troupes avancent, que maintenant que Mariupol est soi-disant libéré, il va pouvoir envoyer ses troupes sur le front du Donbass, avancer sur cette offensive. Ce sont les renseignements britanniques qui disaient encore une fois ce matin à quel point il avait besoin d'avancer des succès militaires dans la perspective, vous le savez, on en parle très souvent ici, du 9 mai et de ce défilé de la victoire qu'il va mettre en scène sur la place rouge au pied du Kremlin. 9 mai 45, c'est, on le rappelle, la victoire contre l'Allemagne nazie pour les Russes. Amiral Vichot, vous avez entendu les déclarations des uns et des autres. Qu'est-ce qui se joue ce matin précisément ? Ce qui se joue ce matin précisément, c'est effectivement le destin de ces gens qui sont réfugiés dans les sous-sols de ce complexe industriel. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont ils n'ont pratiquement plus de munitions et ils ne doivent plus avoir beaucoup de vivres, surtout qu'ils sont assez nombreux, puisqu'il y a à la fois des militaires et des civils. Ce qu'on sait aussi, c'est que contrairement à ce qui était envisagé, il n'y a pas eu d'évacuation massive hier, seulement 4 bus. 4 bus, c'est pas grand-chose. C'est en tout cas totalement insuffisant. Et donc cette décision de passer au siège, c'est certainement le souci pour Vladimir Poutine d'économiser ses forces, puisqu'on sait que maintenant, Mariupol, toutes les forces régulières ont été sorties de la ville et ont été orientées vers le nord pour encercler l'armée ukrainienne au nord, pour forcer une offensive. Donc ceux qui restent là, ce sont des volontaires, ce sont des miliciens qui arrivent du Donbass, de la région du Donbass, et qui sont chargés de boucler le quartier. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est attendre que les gens soient affamés, assoiffés, puisqu'en général, c'est la soif qui fait sortir les gens des trous d'abord. Et donc avoir des images d'une reddition de ces personnes qui se sont battues héroïquement et des civils qui sont avec eux. Il veut des images, certainement, d'une reddition en bonne et due forme de ces gens qui ont combattu.
Il garantit vie et traitement humain à tous les blessés, hein. Personne n'est obligé de le croire. Et il dit également, pas la peine de descendre dans les catacombes de l'usine. On fait bloquer la zone industrielle, pas une mouche ne doit sortir. L'ordre est donné aux soldats russes d'assiéger l'usine dans laquelle les Ukrainiens sont retranchés, mais pas de donner l'assaut. Pourquoi procède-t-il ainsi ? Parce que donner la sauce, ça peut être terriblement consommateur en vie humaine. Les gens vont résister jusqu'au dernier. Et puis, de toute manière, ils savent qu'ils ne comptent pas trop sur les mesures de clémence pour ceux qui sont encore enfermés dans ces abris. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout. Et donc, ça peut coûter très cher en vie humaine, russe ou assimilée. Donc, c'est vraiment cet effort-là. Et il vaut mieux attendre, c'est un siège, hein, il vaut mieux attendre que les gens se rendent parce qu'ils n'auront plus à manger, plus à boire, et que leurs blessés vont mourir les uns après les autres. Et ça, c'est très difficile de résister à ça. Alors maintenant, quelle est la capacité des forces russes de boucler effectivement tous les sous-sols de cet immense complexe? C'est là que ça va se jouer. En fait, c'est pas une mouche qui doit sortir, ça serait plutôt pas une souris. Ouais. Denis Strelkov, on a entendu le président russe dire, alors ça peut faire sourire, mais c'est très sérieux, tout cela est diffusé à la télévision, préparez les listes pour que je puisse donner des médailles. Hein. Je résume ce qu'il a dit. Pourquoi fait-il ça ? C'est surtout une guerre de communication parce que maintenant, c'est une grande question qui se pose. Donc maintenant que l'armée russe a assiégé Mariupol, a pris contrôle d'une partie de Donbass, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette région-là? Est-ce que la Russie va réussir d'occuper? Et pour ça, il faut un soutien parmi des militaires, un soutien parmi des policiers. Et puis, depuis quelques semaines, on voit que pour l'armée russe, le coût de la vie humaine, c'est pas grand-chose. C'est un grand problème pour M. Poutine. Et ici, il essaie de réparer un peu son image. Ici, je veux bien que vous regardiez cette image de M. Poutine parce que si vous le voyez bien, il est à côté de M. Shoigu. Il y a quelques semaines, on a vu qu'il n'était pas à côté de lui, mais à 10 mètres, à 15 mètres de cette personne. La table a changé. Exactement. Et ça, on peut voir qu'avant, il a eu très très peur pour sa vie. Maintenant, il a compris que oui, il craint toujours des différentes attaques, mais il faut faire quelque chose pour lui. Donc c'est un peu, il va bien sûr changer de modèle de communication ce jour-là. Oui, il s'est rapproché de son ministre de la Défense, qui est comme lui d'ailleurs quelqu'un issu des forces de sécurité. Mais regardez les postures. C'est très intéressant de voir que ce ministre, il est assis sur le bord de son fauteuil, dans une attitude qui est très très humble, presque soumise. Or là, vous avez quand même le ministre de la Défense et on est en pleine guerre. Quelque part, ça dit quelque chose sur les relations entre Poutine et ses adjoints directs. Ça nous rappelle aussi le Conseil de sécurité qui a été tenu juste quelques jours avant le début de la guerre. Il a eu 12 personnes très haut placées qui ont eu peur de parler. Donc rien n'a changé et ici, on peut bien voir ça.